Salut l'équipe, il y a des choses qui sont éternelles. L'amour pour les fragiles, les diamants pour James Bond, Michel Drucker pour ma mère. Et pour nous, fans de NBA, il y avait les triples-doubles d'Oscar Robertson. Mais cette semaine, un extraterrestre a rayé des cahiers d'histoire l'un de ses mythes. Que l'on adore le détester ou qu'on déteste l'adorer, Russell Westbrook divise autant que le rideau de fer en 1945. L'histoire oubliera sûrement que ce 182e triple-double de légende fut réalisé lors d'une défaite. Oui, je suis taquin, mais il en va ainsi de ma relation avec Russell. À défaut de réussite collective, Westbrook écrit sa légende en solo avec une boulimie de stats. L'histoire ne dit pas s'il vomit après chaque triple-double. Ce qui est sûr, c'est que moi, il m'a souvent mis la nausée sur des fins de match. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire, nous lâche Booba. Alors Ellie, je voudrais pas trop te contrarier, mais dans ce cas-là, c'est pas tout à fait vrai. Je sais que pour certains fans de Westbrook, un play-in avec les Wizards équivaut à un back-to-back, mais il n'empêche, on ne peut pas considérer Russell Westbrook comme un vainqueur au sens collectif du terme. Et pourtant, il écrit l'histoire, mais rendant quand même à César ce qui appartient à César. Tu es et tu resteras une légende de la Ligue, Russell. Un grand bravo à toi, soyons beaux joueurs. Il n'empêche, j'ai hâte de te retrouver en play-in, mon gâté. Salut l'équipe, on est mercredi et c'est exceptionnellement le first day show, mais ça n'a pas changé vos habitudes. L'émission sera toujours aussi lourde, surtout qu'avec moi cette semaine dans le canapé, j'ai un homme qui a eu très chaud hier soir face aux Knicks. D'ailleurs, on aurait dû vous taper, mais tant mieux que vous l'ayez pris parce que pour le play-in, ça va être chaud. On appelle ça une hiérarchie respectée. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une vieille équipe de surprise de cette saison face aux champions au titre qui n'ont pas peur d'un grand moment. THT a été fantastique. Et oui, parce que c'est le niveau, c'est son niveau les Knicks, tout simplement. Ah, j'y peux rien. Avec nous, on a un retour. On dit chaque fois que c'est un retour parce qu'en fait, tu es ici chez toi. C'est Théo. Comment vas-tu, mon Théo ? Ça va très bien. Ravi de te retrouver comme ça. Les gens sont toujours contents quand tu es là. Et on a tataillé aussi avec nous parce qu'effectivement, on aura une séquence pas rétro, une séquence ringarde. Il s'est pas essuyé, c'est dégueulasse. Voilà. Donc non, Théo, comment ça va depuis la dernière fois et surtout, est-ce que ça marche bien avec le petit Rivers qui est toujours, enfin le gros Rivers qui est toujours en vente, tu me disais. Ouais, ça va très bien. On est vraiment ravis de des retours qu'on a pu avoir sur notre MOOC More Than Ballers là où, comme on l'expliquait la dernière fois, on avait pris le parti de parler un petit peu de toutes les passions, tous les combats que pouvaient avoir les basketteurs en dehors du terrain. On a eu des retours vraiment super enthousiasmants. Donc, il est top le MOOC. Hein. Ouais, merci, ouais, super. Merci. Et pour ceux qui n'ont pas pu encore le lire, il est encore disponible. Hein. Ouais, toujours sur basketsession.com. Voilà, il suffit d'aller sur le site. Les gens le trouveront sans problème. On mettra le lien évidemment dans la description comme toujours. Tu nous as confié, mais je ne sais pas si on peut le dire, que vous avez déjà l'angle du prochain MOOC Rivers. On le garde entre nous ? Ouais, on va le garder entre nous pour l'instant, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait plaire aux gens. Ouais. Clairement, ça sera, clairement. Moi je dis, je m'en fous, ça sera sur l'élan béarnais et son histoire en Coupe Courage 84. Il y a sur la tout à faire. Et le rédacteur en chef sera Didier Gadou et Thierry Gadou. Voilà, qu'on embrasse, hein. Surtout Thierry, parce que Didier il fait un peu de la merde à l'élan béarnais. Voilà, on embrasse Simon Darnozan. Force à toi mon ami. Au programme cette semaine, quelques news. On aura des retours de blessures, on aura des confirmations de signatures, on aura des records battus évidemment avec Russell Westbrook. Et c'est déjà pas mal. On fera un énorme débat tout autour du play-in. Qui est en danger ? Parce qu'honnêtement, quand on regarde les classements à l'heure actuelle, il y a des équipes qui risquent de passer à la trappe. Et quoi qu'il arrive, il y aura des mauvaises surprises pour des équipes qu'on attendait déjà plus haut. On fera ensuite un focus sur nos jeunes Français. On va prendre les rookies, mais on a rajouté Sekou et Jalen Howard qui ne sont pas des rookies, mais qui sont encore des jeunes et qui finissent plutôt bien cette saison. Et on finira avec le grand quiz où Théo a l'habitude de briller aussi. Ouais, je suis sur 2 victoires, 0 défaite, je crois. Tout à fait. Ouais. Invaincu cette année. Invaincu. D'accord. Voilà. Invaincu, donc honnêtement, en fin d'émission. On passe au quiz du coup. Donc du coup, en émission, tous contre Théo, hein, même si on l'adore. Allez, c'est parti avec des news. On commence avec une info importante dans le monde du basket. C'est le coup de fil que j'ai reçu cette semaine de Thomas Laroukis, qui donc la semaine dernière, on l'avait pris un petit peu à partie ici pour la pression populaire pour qu'il re-signe à Malakoff. C'est désormais chose faite. Thomas Laroukis donc revient à l'USMM pour une saison où il aura un rôle de joueur et d'assistant coach et tout. C'est un super truc. Je suis très content quand ça. Il sera donc à la tête de l'équipe avec Aboudou et il sera aussi joueur. Thomas Laroukis, merci mon ami de revenir avec nous. On est ravis de te compter parmi la famille Malakoff.
Arthur est content d'ailleurs. Arthur est ravi. D'ailleurs, hier, on a fait un live, je ne sais pas si tu l'as vu, Théo, où on a raconté toutes les anecdotes de l'époque Malakoff. C'était extraordinaire. Ça nous a rappelé plein de souvenirs. On était quand même des braves baisers, mais c'était toujours de bons souvenirs avec des gens extraordinaires. Si vous l'avez raté, c'est sur Twitch, le replay est sur Twitch. C'est effectivement une très très grande soirée, beaucoup de fou rire. Steph est venu s'incorporer dans la dernière heure. De bonnes anecdotes basket et hors basket pour de très belles années. On parlait des Lakers en début d'émission. Je disais qu'hier, vous aviez eu chaud face aux Knicks, mais parce que LeBron n'était pas là. Ah, il est relou, lui. THT a été très fort. Il n'empêche que LeBron, c'est la bonne nouvelle quand même pour cette fin de saison régulière, c'est que LeBron devrait être de retour ce soir. Demain soir ou demain soir, au prochain match en tout cas, face aux Rockets. Ouais, il est temps que LeBron revienne. Quelques tweets sont sortis par Shams en début de semaine disant que ça y est, il était presque à 100% et qu'il avait enchaîné les entraînements, les practices avec les Lakers. Il était attendu face aux Knicks donc hier soir. Finalement, ils ont préféré lui donner quelques jours de repos. Ils ont raison puisque le play-in, alors deux choses. Le play-in, du coup, va arriver, donc autant avoir LeBron à 100%. Et puis hier soir, les Lakers se sont imposés. C'est vraiment des victoires importantes dans un bon match où Horton Tucker, effectivement, a été l'homme du match. Et même Drummond a été bon. Donc gros double-double, énorme double-double à la Drummond, avec 18 rebonds. On voit quand même que sans LeBron, Théo, c'est compliqué. Cette saison, 11 victoires, 15 défaites. On peut associer à ça aussi l'absence d'Anthony Davis, mais c'est une énorme nouvelle quand même de voir LeBron revenir à 100%, parce que la dernière fois qu'il était revenu, c'était pas à 100%, et c'était pas de LeBron de revenir pas en pleine bourre. Oui, carrément, là, c'est vrai que comme le disait Thomas, les choses qui filtrent, on parle d'un LeBron James en grande forme, qui impressionne tous ses coéquipiers à l'entraînement. On sait qu'avec LeBron, c'est toujours aussi compliqué d'y voir clair. On sait qu'il aime bien contrôler la narrative, comme disent les Américains, en tout cas contrôler tout ce qui se dit autour de lui. Mais là, effectivement, vu l'état de forme d'Anthony Davis c'est sur les quelques matchs, hier il n'a pas été très bon, mais sur les matchs précédents il était en très grande forme. C'est le bon timing pour les Lakers parce que ça commençait à être un peu urgent. Hier Anthony Davis un petit peu en deçà, mais énorme en défense en fin de match, notamment sur Julius Randle. Il s'y est mis comme il fallait. On enchaîne avec Westbrook. Évidemment, c'est l'énorme perf de la semaine. 182 triple-double. Il dépasse Oscar Robertson. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est ce genre de record qu'on n'imaginait jamais battu en NBA. Russell Westbrook l'a fait, Théo. Oui, tu as totalement raison. C'est le genre que ça soit triple-double sur une saison ou le nombre de triple-double en carrière, c'est des stats quand on était gamin, on disait c'est impossible, personne n'arrivera jamais à taper ces records-là. Donc même s'il y a effectivement, c'est dur de comparer les époques entre les triple-doubles d'aujourd'hui et les triple-doubles de l'époque d'Oscar Robertson. Je pense que c'est un petit peu différent. Parce que le concept n'existait pas à son époque. Il en faisait, mais il n'existait pas. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il en faisait, mais tout le monde s'en fichait en gros. Et puis maintenant, les équipes prennent beaucoup plus de tirs, donc tu as plus d'opportunités à la fois de faire des passes décisives et de prendre des rebonds. L'adresse des joueurs aujourd'hui a rien à voir avec l'adresse globale. Déjà, il y a une ligne à 3 points déjà. Exactement. Donc il y a tout un tas de facteurs qui changent. Et comme tu le disais, Thomas, même jusqu'au milieu des années 80, on faisait pas trop attention à ces stats. Donc Magic Johnson n'était pas là en train de se dire il faut que je fasse un rebond de plus, une passe de plus pour avoir un triple-double. Tu es en train de nous dire que Russell Westbrook calcule quand il doit faire un triple-double ? Pas en ce moment. Il n'a pas besoin. Moi, j'aime beaucoup Russell. Il est tellement large. C'est vrai que exactement. Il est joueur ses stats sur le mois, elles sont fantastiques. La semaine dernière, il est joueur de la semaine. Il est à 22 points, 18 passes, 17 rebonds. C'est quand même des stats super sur les 5 derniers matchs. Non, mais c'est des stats insensées. Là, il est plus à. Il faut que j'aille chercher mon dernier rebond. Non, parce que au milieu du troisième quart-temps, il est déjà en triple-double, le mec. Ouais. Donc, il est vraiment très très fort en ce moment. Et Washington gagne des matchs. En ont perdu aussi quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est un record juste exceptionnel qui était attendu, parce qu'on le voit grappiller ses places sur Oscar Robertson, ses stats sur Oscar Robertson depuis quelques temps. C'est une vraie fierté et c'est ce qui l'amènera évidemment au Hall of Fame direct et c'est ce qui fera qu'il restera, quoi qu'il arrive, dans la grande histoire du basket. Et du coup, il a remis, on le dira jamais assez, il a remis vraiment les Wizards cette saison sur les rails. À partir du moment où il est revenu exactement, à 100%. Où il est revenu à 100%. Bradley Beal faisait des cartons, mais c'est vraiment le retour de Russell Westbrook à 100% qui a remis les Wizards sur les rails. Les Wizards qui, en play-in, vont pas être cadeaux à prendre, mais ça, on en reparle tout à l'heure dans le débat. On termine avec une dernière news et c'est jamais les bonnes news qu'on aime. C'est Jaylen Brown, donc l'ailier des Celtics, out pour la saison. C'est compliqué pour les Celtics. Pourtant, Jaylen Brown restait sur sa meilleure saison en carrière. On va voir ses stats s'afficher. C'est un vrai coup dur. C'est pas simple de le dire.
Non, c'est clair. D'autant que toute la saison des Celtics ça a été très compliqué, mais Jaylen Brown c'était un petit peu le motif de satisfaction ultime du côté de Boston cette année. Il a concrétisé toutes les attentes qu'on pouvait avoir en lui. Il a justifié son salaire, etc. Et je pense que du côté des fans de Boston, on espérait que la mécanique se mette en marche au moment des playoffs pour essayer d'aller le plus loin possible. Là, sans Jaylen Brown, ça semble vraiment compliqué pour Boston. C'est vrai qu'avec Jaylen Brown, tu pouvais peut-être espérer un déclic, passer un tour, tout ça. Sans lui, et même si Evan est vraiment revenu en forme, ça y est, on sent qu'il a passé le cap de se remettre du Covid qu'il a contracté. Sans lui, en fait, tu peux rien espérer. Évidemment, quand tu perds ton deuxième meilleur joueur, tu peux pas espérer grand-chose. Même si Kemba lui aussi revient, voilà, Boston est en train de vivre une saison, mais une petite saison, peut-être une fin de cycle. Il y a plein de choses, en tout cas, qu'on pourrait mettre sur la table avec Brad Stevens. Avec Brad Stevens. C'est une possibilité, on verra. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, Danny Ainge va devoir s'y pencher très sérieusement pendant l'intersaison. On va quand même attendre de voir leur fin de saison à quoi elle va ressembler. Si jamais il y a ce fameux déclic, même sans Jaylen Brown, bon, tu l'as dit, Evan revient très bien. Si jamais ils arrivent à faire un tour en play-in, de faire un bon tour. Qui se qualifie déjà en play-off, hein, exactement. Parce que tu ne te qualifies pas en play-off et tu te fais sortir au play-in, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, c'est une énorme désillusion. On en reparlera tout à l'heure dans le play-in. D'ailleurs, justement, on a fait le tour des news, il me semble. C'est le moment d'aller dans le débat pour savoir justement. On va s'intéresser à ce play-in un petit peu nouveau sur ce format-là, parce que l'année dernière, dans la bulle, on trouvait ça plutôt logique. Mais là, sur une saison régulière entière, c'est plutôt nouveau. Mais qui est en danger dans ces play-in? Alors, avant de rentrer dans le détail du play-in, Thomas va revoir un petit peu l'organisation et le règlement de ce play-in. Je te passe la main. Le play-in, c'est donc 3 matchs. Ça va commencer la semaine prochaine, c'est mardi prochain, le 18 mai jusqu'au 21 mai. Donc je pense, je suis pas devin, mais je pense qu'il y aura un match le 18, un match le 19 et un match le 21. Donc mardi, mercredi et vendredi. Ça se déroule de la manière suivante. Du 7e au 10e, les 7e et 10e de chaque conférence sont concernés. Il y aura un premier match entre le 7e et le 8e pour déterminer qui sera 7e de la conférence. Le vainqueur de ce match-là donc sera 7e. Il y aura un autre match le lendemain entre le 9e et le 10e. Le perdant est complètement éliminé. En revanche, le vainqueur affrontera donc le vainqueur de l'autre, enfin le déçu de l'autre match plutôt, pour déterminer la 8e place. Donc comme ça, on aura le 7e et le 8e. Si tu es 10e, tu peux te qualifier en gagnant tes 2 matchs. Et si tu es 7e ou 8e, tu te qualifies en remportant ton premier match. Donc ça va être intéressant à suivre. Maintenant, écoute, l'année dernière c'était très cool, mais tu sens quand même que les joueurs, tu vois, quand t'es 10e et 9e, ça te donne un objectif en plus, même s'il y a déjà un écart avec le 11e. Je suis jamais été bon en maths, tu le sais très bien, mais moi à l'école, quand je faisais 10 égale 8, on me disait non, c'est faux. Mais bon, écoute, pourquoi pas. En tout cas, c'est un drôle de calcul. On va aller tout de suite dans la conférence Ouest, parce que c'est peut-être là où il y a encore le plus de choses à jouer. On va voir le classement. Et entre les Blazers, les Mavericks, les Lakers, il y a quand même une énorme bataille qui est en train de se faire. Il y a les Warriors aussi, mais qui sont un petit peu plus à reculons. On va le voir. Donc, il y a 2 équipes pour ne pas aller en play-in. Exactement. Voilà. Là, c'est la course pour ne pas aller en play-in. C'est une autre course. Donc, effectivement, ils ont à peu près le même bilan. 40-29 pour Portland et Dallas, qui hier a eu la très bonne idée de perdre de 30 points dans une deuxième mi-temps cataclysmique du côté de Memphis. Les Lakers, eux, se sont un peu remis à gagner et donc ont de l'espoir. Ce qui est important, c'est évidemment leur calendrier pour savoir qui a le plus de chances d'aller au bout. On disait les Lakers avaient un calendrier un peu plus favorable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la chance des Lakers, c'est qu'ils ont encore une chance de pouvoir choper la 6e place à l'Ouest. Pour ça, il faudrait qu'ils gagnent leurs 3 prochains matchs, ce qui est assez faisable parce que voilà, l'opposition sera pas incroyable. Je confirme. Si tu perds contre Houston, si t'as pas envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout si, comme on disait, si LeBron revient. Ouais. Et je dirais que l'équipe qui est un petit peu en danger là-dessus, c'est Portland, qui à l'inverse a une fin de calendrier très très dure et qui doit gagner absolument 2 de ses 3 derniers matchs pour être sûr de qualifier, enfin de garder son spot au moins dans les 6 premiers. Portland, on a dit, le calendrier, c'est Phoenix, il y a Jazz, Phoenix, Denver, les 3 meilleures équipes de l'Ouest. Voilà, donc il faudrait que Portland gagne 2 de ces 3 matchs-là à coup sûr pour avoir son destin entre ses mains. Pas cadeau, hein. Vous y croyez vraiment? Je dis pas qu'ils sont pas capables. Tu croiras quoi? Que Portland puisse éviter le play-in? Ouais. On sait que ça veut dire faire 0 sur 3. Portland a cette culture, que ce soit en play-off ou par moment en saison régulière, de finir sur les jantes. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils le sont un petit peu en ce moment. Après, ils sont à 8-2 sur les derniers matchs, 4 victoires d'affilée. Ouais, mais très bien. Après le Jazz a mis Donovan Mitchell au repos jusqu'au play-off, quoi qu'il arrive, donc il y a un coup à jouer.
les Suns lâchent quelques matchs aussi en ce moment parce que je pense qu'ils se projettent, et c'est normal, sur les playoffs. Jouer des bonnes équipes, dites-moi si je me trompe, jouer des bonnes équipes déjà qualifiées et qui ont déjà basculé sur les playoffs et leur chemin pour aller peut-être jusqu'en finale ou au titre, c'est des fois pas plus mal en fin de saison. C'est peut-être un avantage. Pour arriver en plein rythme dans les playoffs, absolument vrai. Et ce qui est intéressant avec ce play-in, c'est que finalement, ça force toutes les équipes, même classées au-dessus, qui sont sûres d'aller en play-off, de réfléchir, parce que personne n'a envie de se prendre les Lakers au premier tour, personne n'a envie peut-être de... Enfin, on commence à regarder au deuxième tour contre qui on risque de tomber en fonction de là où on termine, et du coup ça veut dire que de la première à la 10e place, tout le monde joue pour quelque chose jusqu'au dernier match. Là où je te rejoins complètement, c'est qu'on est dans une saison où, quoi qu'il arrive, la course au play-off allait être intéressante, puisque finalement, les Warriors, Memphis et un degré moindre, les Spurs qui ont plus de mal, se seraient battus pour cette 8e place. Donc quoi qu'il arrive, ça aurait été intéressant. Mais sauf que là, maintenant, ça concerne en fait même les équipes de l'avantage du terrain. Les Lakers font une saison bidon par rapport à leur potentiel de base. Et donc, les Clippers ou les Suns n'ont pas trop intérêt à être deuxième pour se retrouver contre eux au premier tour. Exactement. On peut imaginer un Clippers-Lakers au premier tour. Personne n'espérait ça en début de saison. Mais bon, écoute, ça fait partie du jeu. Donc, c'est vrai qu'avant, normalement, on se battait pour l'avantage du terrain. On se battait pour être en play-off. Là, maintenant, tu te bats pour l'avantage du terrain, ne pas être au play-in et pour être en play-off. Donc, c'est un peu changé l'état d'esprit de tout le monde. T'imagines, t'es Phoenix ou Utah, tu fais une super saison régulière, premier tour, tu prends les Lakers au complet. Non, mais... bon, ça, c'est le hasard, la blessure et des méformes. On va essayer de se projeter un petit peu sur ces éventuelles confrontations de play-in, puisqu'il y a une équipe que je reste persuadé qui va être très chiante à prendre en play-in, c'est les Warriors qui finissent plutôt très bien leur saison, qui ont presque réussi leur saison. Je te dis, en approchant le play-in, quand je vois la décontraction de Steph Curry, je me dis, eux, ils sont contents d'être en play-in. De toute façon, ils attendent la saison prochaine pour avoir d'autres ambitions. Et je me dis que tu te retrouves sur un Lakers-Warriors premier match de play-in, 7 contre 8. En play-in. Alors, autant les Lakers peuvent être un énorme traquenard, mais avant ça, c'est les Warriors qui peuvent être un traquenard pour les Lakers. Vous voyez où je veux en venir? Bien sûr. Ce fameux play-in tournament, c'est aussi une des raisons pour ont tout intérêt à faire ce qu'il faut pour être 6e et pas avoir à se retrouver dans l'éventualité de manger les Warriors sur un premier match de play-in, parce que ça ne veut pas dire qu'ils seraient éliminés d'office, comme tu l'as rappelé, mais voilà, vu l'état de forme de Stephen Curry, on regarde le match d'hier là où ils ont gagné encore les Warriors, un match très dur, alors que Curry est pas très bon, pas particulièrement. Mais il fait l'interception de la gagne, va savoir. Et Wiggins fait 38. Et ben ça, tu sais que tu peux te manger un match comme ça sur un match parce que là, ce qui est intéressant dans le play-in, c'est ce que tu disais, Tom. T'as pas 4 matchs où sur un match tu te fais cueillir, bon ça va. Ouais. Là, il y a danger très rapidement. Donc ça ressemble à la NCA, je mets des grands guillemets, ça ressemble à la NCA. Puisque c'est sur un match. Le match sec change tout de toute façon dans le sport. Et c'est ce qu'on aime aussi dans le basket. C'est ce qu'on aime aussi dans le basket. Voilà, écoute, un jeu. Là où je te rejoins, c'est que un Warriors Lakers, on va tous mettre une pièce sur les Lakers. Ok. Maintenant sur un match, l'autre il met 50, tu peux passer quoi. Tu peux passer. Est-ce qu'on imagine les Lakers en play-in et se faire sortir? Parce que quand on pose la question de qui est en grand danger, on pense aux Lakers, évidemment. On pense aux Lakers parce que Portland, ils font un play-in, ils se font sortir. C'est frustrant, on imagine qu'ils attendaient mieux. C'est pas une catastrophe dans le monde de la NBA. Dans la franchise un peu quand même. De la franchise un peu, mais ça leur donnera peut-être des idées pour essayer de changer 2-3 trucs. Mais les Lakers, champions en titre, après la saison galère, tu te retrouves à te faire sortir par un Steph Curry insouciant. Donc Théo, Thomas, est-ce qu'on peut imaginer les Lakers se faire sortir par les Warriors? Parce qu'on l'a dit, c'est pas une série au meilleur des 4, c'est sur un match, tu peux te faire cueillir. Et honnêtement, les Lakers champions en titre se faire sortir sur un play-in face à l'insouciance de Steph Curry des Warriors, ça ferait tâche. Je te vois soucieux quand tu regardes ce tableau, Thomas. Je vois les yeux de l'inquiétude, le regard de l'inquiétude. Franchement, si les Lakers se font sortir par les Warriors aussi, c'est qu'ils n'ont rien à espérer. Il y a aussi cette vision-là, ce point de vue-là. Sur un match sec. Oui, c'est possible. Mais bon, franchement, tu joues tout à l'intérieur, ils ont aucun intérieur. Gros, voilà, là, il y a plus de. Je mettrai pas mon PEL, sur la victoire des Warriors, je te le dis. Voilà, non, mais évidemment, ça peut arriver. Et c'est pour ça que c'est important pour les Warriors d'être 8e. Parce que 8e, ça te permet de faire un exploit. Hop, t'es qualifié, t'es 7e, et là, tu célèbres. Donc voilà, on a vu leur dernière confrontation où les Lakers les avaient démontés. Les Warriors sont plutôt bien, effectivement, en cette fin de saison.
Franchement, les Lakers au complet, c'est largement plus fort que les Warriors. C'est censé l'être en tout cas. On est Moi, d'accord. je serais pas si étonné que ça si les Warriors devaient taper les Lakers sur un match parce que déjà ils sont en pleine forme. Et puis l'autre aspect, c'est que je pense pas que Stephen Curry ou Draymond Green aient peur de LeBron James en fait. Et cet aspect psychologique, il joue aussi dans une équipe comme ça qui est là un peu euphorique avec des jeunes qui montent des choses et qui vont arriver quoi qu'il arrive sans pression sur ce match-là. Après. Pour être honnête, c'est vrai que je vois pas par contre Los Angeles perdre 2 matchs, c'est-à-dire perdre le premier match contre les Warriors et ensuite perdre contre le vainqueur de Spurs-Memphis. Ça, j'ai du mal à l'envisager. Ça serait vraiment un scénario terrible. Justement, allons un petit peu sur cette confrontation-ci, qui est celle qui devrait le plus arriver, entre les Grizzlies et les Spurs. Honnêtement, la saison dernière, moi j'ai été très frustré. Par rapport à la coupure, que Ja Morant et les Grizzlies ne soient pas en play-off. Je trouve que s'il y a bien une équipe qui a été un petit peu désavantagée par cette coupure et cette reprise dans la bulle, ça a été les Grizzlies qui n'ont jamais retrouvé leur niveau de jeu alors que la saison rookie de Ja Morant était très bonne. Cette saison, j'ai envie de voir un Ja Morant en play-off. Ouais, absolument. Ja Morant, de toute façon, est un joueur fantastique. Il y a 0,5 entre les Warriors et Memphis, donc la victoire des Warriors, elle est vraiment importante cette nuit. Mais ils ont quelque chose, ces mecs-là. Franchement, aujourd'hui, ils sont sans star, si on dit que Ja Morant n'est pas une star. Mais le plan est clair. Ah bon, tu dis Ja Morant? Moi, je dis que Ja Morant est une star. Hein. Si tu veux. Non, Théo, non, tu n'es pas d'accord? Moi, je suis fan aussi. J'adore Ja Morant. Gros, Ja Morant, bref, j'adore Ja Morant, mais personne ne le connaît. Une star pour moi, Memphis, c'était le problème de Memphis. Non, mais moi j'adore Ja Morant, je me régale de lui, il est fantastique, il est flash et tout. Gros, une star, c'est pas ça. J'ai ma grand-mère ce matin qui me dit j'adore Ja Morant, tu peux m'avoir un numéro, tu peux m'avoir un maillot. Attends, pour moi, il y a 15 stars en NBA, Ja Morant aujourd'hui n'est pas une star. D'accord, voilà, ok. c'est tout, hein, parce que sinon, bref, c'est un autre débat. Mais oui, c'est aussi le côté tamponner une saison réussie, ils ont eu des hauts, des bas, c'est des gars que moi je les aurais bien vus être 6e, 7e, tu vois, Jaren Jackson Jr. Est important dans le collectif, c'est important qu'il soit revenu cette saison. Il y a beaucoup de bonnes choses. Maintenant, voilà, faut valider. Il a raté les 3 quarts d'heure, il est revenu que le 22 avril. Hein. Tout à fait. Donc c'est l'idée de valider une progression et d'aller chercher de l'expérience, au moins en play-in, avant de penser aux play-offs. Effectivement, je pense que le nœud du problème, c'est Jaren Jackson Jr. Là, qui revient. Hier, il n'a pas joué parce qu'il est mis au repos un match sur 2 à peu près pour soulager son genou. S'il était en pleine possession de ses moyens, je pense que effectivement cette équipe de Memphis aurait pu faire plus mal cette saison. Et pour ce match de play-in, il y a beaucoup d'incertitudes. Du coup, je trouve que c'est une équipe qui est difficile à cerner aujourd'hui, vu les blessures, vu le manque de les joueurs qui ont été là, qui ont arrêté, qui ont repris, etc. C'est dur de voir beaucoup de continuité dans cette équipe. On a vu leur calendrier, intéressant, 2 fois les Kings, ça c'est pas intéressant. Par contre, leur dernier match de saison régulière, il est face aux Warriors, qui pourraient retrouver en play-in. Ça peut être une finale. Ouais, qui peut être... C'est un play-in N-1, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, pour moi, ils ont 3 matchs de play-in. C'est-à-dire que contre les Warriors, si tu te le tapes, tu vas contre les Lakers, tu t'offres la possibilité en fait d'avoir que 2 matchs plutôt que d'en avoir 3 pour passer. Exactement, oui, parce que comme tu le dis, ces matchs ils pourraient déterminer qui finit 8e dans la conférence Ouest. Absolument. Ça donne mal à la tête, hein, les calculs. Ah ouais, les calculs pour les joueurs et les calculs pour les play-in. Il y a une équipe dont on va parler, c'est les Spurs, les historiques Spurs qui finalement ont accroché ce dernier spot de la 10e place à l'Ouest. Quelle saison on a aujourd'hui, quel regard on a sur la saison des Spurs? J'ai trouvé que DeRozan a été plutôt exemplaire, que les jeunes progressent, mais c'est une équipe qui, on a l'impression, je sais que ça plaît pas aux fans des Spurs, qui est rentrée dans le rang un peu. Ah bah oui. Oui, c'est ça, mais en même temps, en début de saison, on les imaginait même pas forcément jouer vraiment une carte pour être en play-off. Donc, selon leur standard habituel, on n'est pas au niveau des Spurs qu'on connaît, habitués à jouer le top 4, si ce n'est le titre tous les ans. Après, voilà, sur un match de play-in ou sur 2 matchs de play-in, coaché par Popovic, avec un collectif qui joue bien, où on sait qu'il faudra les battre. C'est pas le genre d'équipe qui va se tirer une balle dans le pied et passer complètement à travers son match. Donc il faudra arriver avec un plan de jeu sérieux et il faudra vraiment aller chercher ces matchs-là. Sachant que Ja Morant est très fort, Steph Curry est très fort, j'enlève les Lakers. Ils ont chacun un joueur pour faire la différence dans les fins de match, donc Curry, Ja Morant. Mais eux aussi, ils en ont un avec DeRozan. DeRozan, sur un dernier quart-temps de play-in, il peut en mettre 16 et te faire gagner. Donc voilà, il se cachera pas. Voilà, il se cachera pas, absolument. C'est peut-être en plus c'est le tout dernier match avec les Spurs. Sympa le calendrier des 4 derniers matchs. Ah oui, bon après. Nets, Knicks, 2 fois les Suns. Bon courage. Bon courage à eux. Mais bon, voilà, le but, de toute façon, eux, ils savent qu'ils sont 10e puisque les 11e, c'est les Pelicans et que les Pelicans, ils sont dans les choux. Voilà, on a mis nos petits pronos.
Alors, On a mis plutôt Memphis. ouais, alors Plutôt moi, Memphis. toi et moi, on met Memphis, et toi, tu as envie de jouer l'expérience Popovic et de Rosanne, j'ai envie de te dire, et tu vois les Spurs, pourquoi pas sortir les Grizzlies s'ils se rencontrent en play-in. Ouais, effectivement sur l'expérience, quoi, sur l'expérience globale des joueurs, du staff, etc. La préparation qu'on connaît du côté Popovic où c'est toujours impeccable. Après voilà, je pense pas que ça soit forcément sur le talent, mais sur le sérieux, je pense qu'ils peuvent prendre Memphis. Ouais. Ouais, ça va être compliqué quand même pour eux de contrôler Ja Morant et le retour de Jaren Jackson. Moi, je vois quand même les Grizzlies. Et puis, je le dis, c'est presque un petit peu à l'émotion et au kiff. C'est que j'ai vraiment envie de voir Ja Morant sur un premier tour de playoff parce que je trouve que son début de carrière, il est incroyable. On parlait la semaine dernière dans l'édito notamment de reconstruction des équipes qui prenaient une saison quasiment pour former des jeunes. Ja Morant, c'est ce genre de mec qui, en fait, la transition, il te la rend beaucoup plus cool et tout de suite, et t'as des résultats. Et c'est ça, moi, que je trouve cool avec ce mec-là, quoi. Non, c'est clair. Qui passe derrière Mike Conley, et on a déjà quasiment oublié Mike Conley côté des Grizzlies. Moi, j'espérais qu'il aille, tu vois, au All-Star Game cette année, par exemple. C'est un joueur formidable, c'est un joueur mature. Il y avait quelques questions par rapport à ça dans son jeu. Est-ce qu'il allait pouvoir être mature, meneur de jeu mature? Il est, hein. Ouais. Le gars, il est, hein. Il n'y a aucun doute. Et les gars qui sont matures et flashy, c'est ce qu'on adore. Hein. Ouais. À vouloir dunker sur tout le monde, c'est un genre tout le mec. Il est fou, celui-là. Il est complètement fou. Un jour, il va en placer un, on n'est pas prêt. Hein. Ouais. Un vrai de vrai. Hein. On a fait le tour un petit peu de la conférence Ouest. Dites-nous dans les commentaires, pour vous, quelle est la franchise en grand danger dans ces play-ins? Qui pourrait sortir des 6? Enfin, oui, voilà, c'est ça, des 6 jouer les play-ins, et qui pourrait se faire sortir et faire donc une énorme contre-performance par rapport aux attentes. On n'a pas parlé des Mavs qui ont pris une roustasse hier contre Memphis. C'est pas la meilleure chose qui soit arrivée. Luka Doncic est tombé, il s'est fait un petit peu mal. J'ai vu ça sur Rivers d'ailleurs, mais ça a l'air, il s'est relevé. Ils finissent plutôt bien avec un 8-2. Pareil, les Mavs, pas cadeau à prendre. Ah bah, que des bonnes équipes, de toute façon, entre les 4, 5, 6 là, dans la conférence Ouest. Lakers, Mavs, Blazers, c'est des super équipes. Hein. En fait, moi, j'étais pas spécialement emballé du play-in, mais là, quand je vois tous ces calculs et les futures confrontations, je me dis que ça va être très lourd. En attendant, une belle semaine qui nous attend. Ouais, c'est clair. Une belle semaine. Hein. La semaine prochaine, il est fort possible qu'on fasse une semaine 100% live où on vivrait les matchs ensemble sur Twitch. On réfléchit à ça, mais on vous tient au courant rapidement. Allez. On bascule sur la conférence Est, où là aussi, c'est un bon bordel. Les 6, là, sont quasiment déjà connus dans la conférence Est. On imagine mal New York quand même redescendre jusqu'à la 7e place avec Boston. Ouais, ça serait dommage. Je crois voire même impossible. 7e Boston, 8e les Hornets, 9e les Pacers, 10e les Wizards. Ça... Pour l'instant, voilà les 4 qui devraient jouer le play-in. Maintenant, reste à voir l'ordre à peu près, même s'il y a 2 matchs d'écart entre Boston sera 7e. Boston est quasiment sûr d'être à 7e. La question, c'est qui sera 8e, en fait. Qui sera 8e? Exactement, entre Charlotte, Indiana et les Wizards aussi. C'est un bon bordel. Et là-dessus, il y a des équipes surprenantes. On pense à Charlotte, qui était très haut dans la conférence Est à un moment donné, mais qui est un petit peu redescendu, mais qui est notre équipe coup de cœur de cette saison. Les Pacers, pour le coup, c'est une saison 100. Et les Wizards, 10e, mais peut-être honnêtement, des 4 équipes, c'est peut-être celle qu'il faut éviter le plus. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'effectivement, c'est peut-être Washington l'équipe la plus forte de ces 4-là et que les Hornets sont peut-être la plus faible des 4 aussi. Mais qui n'est pas si loin. Qui n'est pas si loin, mais effectivement, les dynamiques sont très différentes, parce que tu as Washington qui arrive pleine bourre, tu as même Indiana là, qui est finalement pas si mal sur les derniers matchs, et tu as les Hornets, que moi je sens du moins, Gordon Hayward a toujours pas rejoué, même s'il devait rejouer, est-ce qu'il serait encore dans le rythme pour vraiment avoir un impact significatif? C'est une équipe quand même relativement jeune, moi je l'ai mais ils ont une insouciance, un kiff. Avec des 20 grammes, avec la Melo Ball, je me dis que ces mecs-là, en fait, ils sont capables un peu de tout. Je les ai trouvés très consistants cette année, même quand Gordon Hayward n'était pas là. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'armes, une forme de profondeur de banc aussi. Et je me dis qu'en fait, cette équipe-là, alors pour moi, les numéros 1 à éviter, c'est les Wizards, mais si une confrontation, par exemple, Hornets-Pacers, je vois les Hornets passer. Ça se tient, pourquoi pas. Hein. Après, T'as plus d'expérience d'un côté quand même, hein, côté Pacers. Mais t'as une saison très compliquée côté Pacers. Ils ont commencé fort, hein, les Pacers. Hein. Ils étaient 4e pendant longtemps. Sabonis va au All-Star Game. On parlait même de Brogdon peut-être pour y aller. En fait, derrière, ça a été très compliqué. En fait, depuis que Caris LeVert joue, alors que c'est un super joueur, eh ben, ils ont eu du mal à enchaîner les résultats. Ça a été très up and down. Maintenant, moi je te dis, les équipes comme ça, qui ont un vrai plan de jeu, qui ont des joueurs d'expérience et qui sont capables de se sublimer dans les vrais moments, pas surpris, ces Pacers passent, quoi. Tu vois, c'est terrible, hein, mais... C'est clair, mais ce qui est compliqué aussi pour Indiana, c'est en interne. On a du mal à voir comment ça vit pas très bien en interne. Est-ce que donc t'as le sentiment que c'est une équipe qui peut tout aussi bien, enfin qui peut exploser dans un sens comme dans l'autre à ce moment-là de la saison? Ils sont capables de passer, le gagner 2 matchs, ils sont capables de perdre le début de 20 points. Un petit mot sur Nate Bjorkgren.
une première saison compliquée, on a du mal à trouver un style. Il y a des mecs qui étaient installés, mais quelque part, il a quand même du matos. Hein, et on a du mal à trouver un style un petit peu bien défini de notre ami. C'est la régularité, de toute façon, qui font les très bonnes saisons. Et Indiana, ces dernières années, sous Macmillan, ils ont été très réguliers, surprenants. Parfois, on les annonçait dégringolés. Ils n'ont jamais dégringolé malgré la blessure de Ladipo et tout. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, en fait. Qui a beaucoup de potentiel. Tu sais, t'es à un GM ou un coach d'avoir le fameux clic, hein, le déclic dont on parle très souvent. Voilà, c'est une équipe que j'apprécie regarder jouer. Par contre, parfois, je les vois perdre des matchs. Je fais putain, merde, quoi. C'est quoi ce délire? Donc, parce que même dans le relationnel avec les joueurs, ça a l'air d'être très compliqué. Quand tu as un assistant qui menace plus ou moins d'aller se taper avec un joueur sur le terrain. Avec Bitadze, ouais. Avec Greg Foster, tu dis qu'il y a quand même un souci dans l'ambiance et dans l'osmose de l'équipe. Et puis, il y a un mec qui nous avait enthousiasmé dans la bulle qui a complètement disparu cette saison, c'est TJ Warren. Blessé, certes, mais tu vois, c'est dur de faire des stats quand t'es blessé. Ben, moi, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que cette année, c'est un petit peu une année compliquée, mais tu peux rapidement sauver ta saison avec un play-in et faire un bon tour de playoff. Parce que pareil, c'est des équipes d'expérience qui vont être chiantes à jouer. Bon courage en tout cas pour leur calendrier. On vient de voir passer. Bon courage. Pas cadeau. J'aimerais qu'on parle des Celtics qui, parmi ces quatre-là, on parlait d'une déception autour des Pacers, légitime. Les Celtics, c'est plus qu'une déception. C'est une équipe qu'on attendait top 4, revancharde un petit peu de sa bulle un peu ratée la saison dernière. Il n'empêche que cette année, même si pourtant leurs deux stars font peut-être leur meilleure saison en carrière pour l'instant, mais derrière, le reste, ça ne fonctionne pas. On ne va pas se mentir. Et la méthode Brad Stevens, tu le disais Tom, là je pense que le play-in, voire un premier tour de play-off, Brad Stevens joue peut-être un petit peu son futur avec les Celtics. Ouais. Ouais, moi, j'irais peut-être pas forcément jusque-là, parce que c'est vrai que... Il y a beaucoup de gens qui veulent pas encore, et je peux les comprendre, hein, qui veulent pas encore pointer du doigt Brad Stevens. Mais je trouve que l'effectif, si on regarde l'effectif, par exemple, de Boston cette année, même si il est quand même moins talentueux que l'an dernier. Ils ont perdu Gordon Hayward sans aucune compensation, et on peut penser ce qu'on veut du faisait joueur. Le bien. Exactement, qui est un playmaker, qui est effectivement est souvent blessé, mais au bout du compte, est-ce que tu aurais préféré cette année avoir gardé Gordon Hayward ou avoir Kemba Walker, tu vois, pour la qualité de ton équipe. Donc je sais pas si, bien sûr, c'est normal, ça fait longtemps qu'il est là maintenant, on peut dire que des fois il y a besoin d'un nouveau souffle, d'avoir un nouvel entraîneur, mais je trouverais ça dur de mettre l'essentiel du blâme sur Brad Stevens cette année, parce que malgré tout, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est râpé pour Boston pour aller loin cette année. Par contre, je suis assez confiant dans leur chance d'aller en play-off et de gagner leur premier match. Ouais. De toute façon, quand tu as Jaylen Brown et Jason Tatum comme ça, à qui tu as filé le max, à qui tu as filé le max, c'est vrai que tu as deux méga stars sur lesquels tu peux te projeter dans l'avenir. Il n'empêche que cette saison-là, c'est une équipe qui doit progresser. Cette saison, ils régressent. La réalité, c'est celle-là. Ils ont régressé, mais on en a beaucoup parlé. Il faut souvent regarder du côté des GM dans ces moments-là. Philadelphie a le meilleur exemple possible, c'est-à-dire que tu passes d'un GM... Allez, je veux dire incompétent, je vais très loin. C'est-à-dire que tu vas monter une équipe qui est catastrophique, pas en fonction des stars que tu as. L'année d'après, tu ramènes un autre GM qui crée un collectif fantastique autour des stars que tu as. Là, moi, j'ai pas Philly, ils ont changé GM et coach. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est le GM qui fait l'équipe. C'est le GM qui... Donc Daniel, qu'on a toujours salué pour avoir un flair incroyable. Moi, plus ça va, de toute façon, plus ça va, et peut-être qu'ils me feront mentir, plus j'ai la sensation qu'ils ont raté le coche. Ils ont leurs stars, et donc quand tu as les extrêmes talents, tu as juste à les entourer. Mais j'ai cette sensation qu'il y a eu un moment donné où ils n'ont pas fait les moves qu'il fallait. Quand tu as récupéré Tatum, machin, tu avais Maurice, tu avais des trucs, tu as récupéré Smart et tout, tu avais tous tes choix de draft. Tu as manqué, alors ça peut être Kemba Walker peut-être, hein, ou Kyrie qui font la bascule vers le très très haut niveau, mais j'ai la sensation qu'ils ont raté le coche. Et on verra si ça se vérifie, hein, mais tu avais un effectif de ouf, tu fais des résultats malgré certaines blessures. Brad Stevens, il est comme ça. Et depuis, le soufflet, il est un peu retombé. Et effectivement, sur la fin de cycle, je pense effectivement que quoi qu'il arrive cet été, il faut qu'il y ait du changement à Boston, que ça soit du côté du staff ou du côté des joueurs. Par contre, ça reste à voir. Mais c'est vrai que quand je vois un peu la dynamique sur laquelle sont des mecs comme Kemba Walker ou de Marcus Smart, par exemple, je serais un peu surpris qu'ils repartent l'an prochain. Et il y a Evan qui est dans... J'allais y venir. Free Agent, on en parle souvent.
j'y crois pas du tout à une resignature du côté de Boston. Donc ça va faire quand même beaucoup de choses à modifier, sachant qu'en début de saison, nous, ce qui nous sautait à la gueule, c'est que leur banc, c'était un banc de National 3, quoi. Allez, j'abuse, hein, évidemment, mais c'est un banc sans star. Gordon Hayward, l'année dernière, était parfois dans le 5, très souvent 6e homme. Quand tu as un gars aussi fort, et tu le disais, un playmaker aussi fort, qui met du lien pour les autres et qui est capable de scorer tout seul, bah, ton banc s'élève. À partir du moment où tu as Marcus Smart qui est dans le 5, Kemba Walker, Jason Tatum, Jaylen Brown dans le 5 majeur, et que tu n'as pas de grand, parce que Tristan Thompson, bah, il fait pas kiffer, ça commence à faire beaucoup. Et je sais que les gens adorent Robert Williams, mais Robert Williams, aujourd'hui, bah, il est 28e meilleur pivot titulaire de la NBA. Donc ça fait beaucoup de petites choses à modifier. Non, mais c'est vrai que leur banc, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs corrects. Mais il n'y a pas un mec qui sort du lot. Ils n'ont pas un leader de banc technique, même dans le charisme. Ouais. Donc charismatique. Donc ils ont des. Là, Evan, il est dans le 5, puisque maintenant il est dans le 5. Hein. Mais donc ton banc, t'es à poil en fait. T'es tout le temps à poil. Et c'est compliqué. Et on sait que le banc, Dieu sait que sur des saisons longues comme ça, le banc, c'est ce qui te permet aussi de franchir des caps. Ouais. Que d'ailleurs, quand Boston fait des résultats qu'on n'attend pas, des super résultats qu'on n'attend pas, le banc aussi, et l'équilibre de l'équipe était mieux. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi je suis très surpris de ces équipes jeunes, parce que pour moi Tatum, Brown, c'est eux les Celtics, c'est ces équipes jeunes là. Je trouve que ça me fait bizarre de régresser, mais des fois une saison un peu dure où t'en chies, tu reviens et t'as un peu appris comment ça fonctionnait. Mais il va falloir que dans les bureaux aussi, on se creuse les méninges. Il l'empêche. Est-ce que les Celtics pour vous sont en grand danger dans ces play-in? Par qui peuvent se faire sortir par exemple? Qui joue Washington. Imagine qu'il joue Washington. Pour moi, Washington, c'est l'équipe la plus dangereuse. Si ça devait rester tel quel, le classement, c'est-à-dire que Boston jouerait les Hornets au premier tour du play-in, je serais assez confiant dans le fait que Boston puisse passer. Parce que quand on regarde les résultats de Boston cette saison sur les matchs où Jaylen Brown n'était pas là, ils sont quand même tirés plutôt avec la manière. Donc, c'est effectivement, je pense que le plus grand danger, ce serait Washington, mais je pense que Washington est trop bas de toute façon, on ne pourra pas aller choper le 8e spot. Non. Donc, Boston. Pour les fans, c'est le petit truc, c'est que je pense qu'ils ont quand même des chances de retrouver leur équipe en play-off quoi qu'il arrive. Ouais, absolument. Et puis ça sera cool. Pas un tour, mais ils seront en play-off. Et puis ça sera cool de voir Evan quand même. On l'a dit qu'il est en fin de contrat, mais qui va beaucoup mieux. Les symptômes du Covid sont partis et ça se voit parce qu'Evan, on le rappelle, avant d'être transféré, faisait une saison incroyable avec Orlando. On avait dit ici d'ailleurs qu'il était peut-être certainement dans la forme de sa vie. Ouais. Il y a ce putain de Covid qui l'a touché. Il a eu du mal à revenir, mais là, sur ces dernières semaines, il est très rassurant, Evan. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir que on savait que quand il sortait du banc, c'était pour apporter principalement des points. Mais hier, il était dans le 5 à la place de Jaylen Brown et du coup, on a pu le voir un peu plus à la création. Je crois qu'il lâche quelque chose comme 7 ou 8 passes décisives. Donc ça va être intéressant pour lui aussi de montrer tout ce dont il est capable. Là, il va y avoir de la place. Ah, là, il va y avoir de la place. Oui, exactement. Avec l'absence de Jaylen Brown, je pense que tout le monde va se regarder et va lui dire bon, c'est à toi de les prendre. Hein. Donc, il va pas se faire prier. Et il va pas se faire prier parce qu'on sait que c'est ce qu'il sait faire le mieux, Evan. Voilà, dites-nous dans les commentaires, comme vous avez fait avec la conférence Ouest, dites-nous dans l'Est, pour vous, qui est en danger et même qui est votre déception de la saison parmi toutes ces équipes. On a fait le tour du play-in. La semaine prochaine, ça commence. On sera certainement live sur Twitch pour vivre ces matchs avec vous. On vous confirme ça sur les réseaux sociaux. On a parlé de toutes ces équipes qui devraient jouer ou pas d'ailleurs le play-in. On va se faire un petit French Corner comme on a l'habitude de faire, revenir sur nos petits Frenchies les plus jeunes de la Ligue. Et ça va plutôt pas mal en fait sur cette fin de saison pour certains. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Allez les gars, je vous propose du Jalen Howard, du Théo Malédon, du Kylian Ness, du Sekou Doumbouya. Vous voulez qu'on commence par qui? Kylian peut-être. Allez, sur Kylian qui nous régale, qui a mis son premier match à plus de 20 points en NBA. On est content de le revoir après des débuts compliqués basket, une mauvaise blessure où il a mis du temps à revenir. Et là, on a l'impression que dans cette fin de saison où les Detroit Pistons n'ont plus rien à jouer, que Kylian se libère un peu et s'éclate. Ouais, c'est exactement ça. On le sent plus en confiance en fait sur le terrain, plus relâché aussi. Là, il est sur des matchs vraiment très intéressants. Et au-delà de ses performances sur le terrain, ce qui est intéressant, c'est un peu la manière dont on a le sentiment que Détroit essaie de le tester, notamment en le faisant jouer sur les deux postes, meneur et combo garde quand il est aligné avec Saben Lee. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant à la fois pour sa progression personnelle et aussi pour sa prise de confiance. Il y avait un truc qui nous avait pas étonné, mais un peu déçu sur son tout début de carrière, c'était en fait qu'il n'était pas assez en forme, pas assez athlète pour jouer. Pas NBA ready. Pas encore NBA ready. Et là, pour le coup,
ce qu'on peut apprécier des matchs de Détroit et donc de Killian Hayes, c'est que je le vois refaire ce qu'il faisait à Ulm, des dribbles, se faire plaisir, avoir de l'adresse, passer les mecs. Moi, c'est ça qui me surprenait sur le tout début, c'est qu'il n'arrivait pas à passer les gars pour aller chercher des passes D et tout. C'est très difficile en NBA de dominer sans passer les gars. Ils sont très très peu à le faire et Kylian... Kyle Korver. Ouais, Kyle Korver, grand joueur de 1 contre 1. Mais sur son match là, contre Chicago, il est à 21-8. Bah, voilà, on sent... Il a montré sur les fameux flashs dont on parle avec les très jeunes joueurs, il a été capable de montrer, voilà, j'ai du talent, sur de l'adresse, sur des tirs drop, sur des crosses, sur des passes D, que je suis un gars sur lequel vous pouvez compter dans quelques années. Et le fait de le décaler un petit peu en deuxième arrière, c'est que tu lui as enlevé aussi un petit peu de pression. Ouais. Et du coup, il a retrouvé un petit peu ce qui fait ses vraies qualités. Moi, quand on le voit mettre des step back, prendre des tirs un petit peu des fois à contre-cours du jeu, comme il sait faire, boum, il filoche. Tout ça, c'est bon pour le moral, pour la suite. Alors, Détroit n'a plus rien à espérer de cette saison, mais voilà, au moins que ça serve à ça et que l'année prochaine, Kylian revienne en pleine bourre pour les Détroit Pistons avec d'autres ambitions collectives, on espère. Ça risque de bouger d'ailleurs, je pense, au niveau du coaching staff côté Détroit. Donc, c'est bien de marquer des points. Un autre qui marque des points à Détroit, c'est Sekou Doumbouya, pareil, qui a eu une saison un début de saison, un milieu de saison même compliqué. Et sur cette fin de saison, Sekou se montre. Après, on sait qu'il a toutes les qualités pour réussir dans la Ligue. Ouais, et puis là, il se montre sous son meilleur jour avec énormément d'activité. C'est ce que souligne tout le temps Dwayne Casey quand il parle de Sekou Doumbouya. Et c'est il va aller prendre des interceptions, il va essayer de défendre dur, il va partir, aller au rebond, etc. Et ça, c'est clairement ce dont il a besoin s'il veut rester sur le terrain. Et on a le sentiment aussi que Détroit là, est en train de mettre tous ces joueurs, tous ces jeunes sur le terrain. Je crois qu'hier, ils ont fait jouer, il y avait 6 rookies pour leur match, histoire de voir un petit peu évaluer les uns par rapport aux autres. Et je pense que Détroit se prépare à la draft, l'air de rien, pour savoir quel profil pourrait aller avec qui en fonction de qui pourrait prendre. Et donc c'est important pour Kylian Hayes et de Sekou Doumbouya de bien finir sur ces derniers matchs, de montrer toute l'étendue de leur palette. Dwayne Casey, il a dit il mérite les minutes qu'on lui donne parce qu'il joue bien, c'est sur Basket Session d'ailleurs. Beaucoup de tout cela est dû au sérieux de son approche. Il fait le travail qu'il faut et commence à comprendre ce qu'il faut pour gagner des minutes. On ne dira jamais assez, mais la NBA, c'est la jungle. Et donc, il faut, pour trouver des minutes, trouver ses qualités et des points forts dans le jeu. Donc, de la défense, parce qu'il a tout pour, tu le disais. De l'adresse sur des shoots dans les corners. On sait qu'il est capable, on l'a vu en France. Et pourquoi pas, parfois... jeu sans ballon. C'est important. Absolument, de la transition du jeu sans ballon, se montrer, être efficace. Voilà, c'est tout con à dire, mais parfois pour les très jeunes joueurs, c'est difficile à mettre en place. On sait que Sekou, on est un peu inquiet des fois parce qu'il a tout pour réussir, on ne le dira jamais assez, mais des fois il a tendance à s'éparpiller dans le basket et un petit peu à côté. Et c'est un mec, s'il arrive à se recadrer, de jouer sur ses forces, sur ses points forts, on sait ça peut que marcher pour lui. Donc on est content de voir cette fin de saison, et puis de voir deux Français sur le parquet pour la même équipe, c'est toujours plutôt cool. Absolument. Deux autres Français qui jouent aussi ensemble par moment. On finira avec lui, mais là on va aller sur Jalen Howard qui avait commencé la saison sans franchise et qui là pour le coup finit bien et montre aussi, alors lui c'est un athlète qui a un vrai physique pour l'NBA et il montre encore une fois qu'en peu de minutes il est capable de montrer qu'il a le niveau NBA. Il a mis 16 points contre les Kings, très bien. Ouais, c'est ça. Oui, et carrément. Et puis, oui, c'est ça. Là, c'est un peu pareil, quoi. C'est rentrer sur le terrain, montrer que tu peux être productif quoi qu'il arrive, prendre toutes les missions qu'on te donne, que ça soit aller au rebond, défendre dur, etc. Sur le scoring, bon, on sait que c'est pas là-dessus qu'on l'attend quand il rentre sur le terrain avec OKC. Mais c'est une belle opportunité finalement dans cette équipe du Thunder dont on en parlait tout à l'heure hors antenne, là, qui joue rien d'autre que de développer ces jeunes. Et donc là, c'est pareil. Les jeunes sont sur le terrain. On a l'impression que c'est des scrimmages un petit peu les matchs du Thunder. C'est je mets des jeunes, je regarde parce qu'on sait qu'il y en a Summer League. On sait qu'il y en a beaucoup de jeunes, trop à mon goût, c'est un autre problème. Mais là en tout cas tu les mets, c'est vrai qu'on a l'impression que chaque match c'est un précis qui regarde en disant OK, je note, toi je pourrais faire ça, toi je pourrais faire ça. Et c'est vrai que chaque minute qu'on te donne, c'est presque un match test dans cette physionomie du Thunder. On a rarement vu ça dans l'histoire de la NBA parce que normalement les équipes mauvaises dans le bilan, c'est que soit tu as des blessés, type Minnesota, tu as beaucoup de blessés, soit tu es dans un projet, mais tu as déjà des stars. Je pense évidemment au process de Saminki, où en fait, rapidement, tu as Joel Embiid qui est là, mais le gars, il joue pas les 2 premières années. Donc, tu sais qu'un jour, tu auras peut-être un joueur. Là, à part Shai, tu n'as aucun mec qui te dit peut-être un jour. Donc là, on est vraiment dans... Bon, vas-y, on a plein de joueurs du médiocre à correct ou bon potentiel, mais sans avoir un très très haut potentiel. Je mets donc Shai de côté. Et donc allez-y, on n'a jamais vu une phase de développement sur 2 mois comme ça dans une franchise en NBA. Ouais. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Dites-moi dans les commentaires si vous avez souvenir d'une équipe avec autant de joueurs
random, quoi, j'ai envie de te dire. Donc tant mieux pour nos Français, pour le coup. C'est clair. Et ce qui est intéressant avec OKC, c'est qu'on sait aussi qu'ils accompagnent leurs jeunes. Ils savent qu'ils peuvent pas choper des mecs à la free agency. Donc c'est par la draft et par le développement de leurs joueurs. Donc on sait que voilà, s'ils les mettent sur le terrain, c'est pas tu rentres et si tu es obligé de regarder au-dessus de ton épaule toutes les 2 secondes, tu rates un tir, tu sors. Tu sais que tu vas rentrer sur le terrain pour jouer et que derrière tu auras des assistants coach qui vont te faire travailler pour essayer de te faire progresser. Donc c'est vraiment intéressant pour nos Français qui sont dans France, exactement. En tout cas, il y a un vrai bon wagon à prendre dans ce renouveau d'OKC. Il y a un vrai bon wagon à prendre. Et Jalen Howard, arrive en cours de saison, semble plutôt répondre aux attentes, comme Théo Malédon, qui lui fait une saison rookie. Honnêtement, peut-être le meilleur rookie français sans débat de cette saison-là. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. T'es surpris, toi, Théo, de voir Théo avec des chiffres aussi élevés et un temps de jeu aussi important? Sur le temps de jeu, pas forcément, mais c'est à mettre au crédit d'OKC, encore une fois. C'est qu'il n'est pas dans une situation où ils se sont dit, on va lui donner du temps de jeu pour le développer, donc ça te permet de jouer un peu plus relâché. Ce qui est intéressant, c'est de voir ses points un petit peu qui grimpent au niveau du scoring. C'est que c'est pas son premier réflexe. Et là-dessus, d'après ce qu'il disait, il y a eu un déclic manifestement, où il a compris effectivement que l'équipe avait besoin qu'il cherche un peu plus son tir, jouer pour lui par moment. Et ça, c'est vrai que c'est très important dans cette NBA où on cherche des meneurs scoreurs ou du moins qui puissent jouer combo guard, etc. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans un rôle uniquement de meneur gestionnaire. De pouce-ballon. Exactement. Et donc ça, je pense que c'est une des évolutions qui est vraiment intéressante sur sa saison rookie. C'est le petit changement d'attitude et de volonté une fois qu'il rentre sur le terrain. Il aura quand même lâché 5 matchs à plus de 20 points, dont 1 à 33. On se souvient, c'était contre Phoenix, dans une défaite de 37. Mais bon, les défaites de Kessie, on les regarde pas. Juste on regarde les stats de notre Théo. Ça compte pas. On les voit plus. Ils ont perdu 35. Bon, ok, bien, mon pari passe du coup. Tu peux mettre un handicap contre OKC dans la plupart du temps. Donc voilà, Kylian et Théo font partie donc des rookies français qui ont mis 20 points au plus dans une saison. C'est parce que Nico nous a fait le quiz et donc depuis que Nico nous a fait le quiz, on peut rajouter Kylian. Je voudrais revenir sur Théo Malédon et son évolution par rapport au poste de meneur. Lui aussi a pas mal joué beaucoup deuxième arrière avec Shai Gilgeous-Alexander. C'est important aussi quand tu arrives à NBA que tu as une espèce de mentor comme ça qui est sur ton poste. George Hill aussi. Mais c'est bien de voir. Il est tombé aussi à la bonne école avec une future star et un vétéran qui a plutôt bien cadré les choses en début de saison avec lui. Oui, c'est clair. De toute façon, moi je l'ai senti très à l'aise. C'était en Summer League déjà qu'il avait taffé et tout. Enfin en Summer League, dans les matchs amicaux de la fin de saison plutôt. Moi j'ai été surpris, pas par sa maturité, ça on le savait. J'ai été surpris par et à mettre en comparaison avec Kylian, par sa capacité à être bon, quoi. À résister physiquement. Je l'ai vu faire des tirs drop, des trucs qu'on ne voyait pas trop faire en fait côté Asvel. Je l'ai vu être libéré en attaque, mettre des tirs, jouer pick and roll, boum, être dur au cercle, mettre des end-one et tout. Et il a confirmé tout au long de la saison que c'était un joueur NBA. Aujourd'hui, Théo Malédon, dans l'esprit des gens, ça peut être un backup intéressant rapidement en NBA et pourquoi pas un jour titulaire. Ouais, et puis voilà, on sait que Oklahoma, encore une fois, c'est une franchise qui drafte très bien, qui sait pourquoi elle draft les mecs, ils jettent pas une pièce en l'air, et derrière qui cherche à développer ses joueurs. Donc, au vu de sa saison rookie, je pense qu'il y a de bonnes choses à venir pour Théo du côté du Il a montré qu'il pouvait compter sur lui. De toute façon, après, c'est un garçon très timide. Lui, il n'est pas en mode je montre mes stories Instagram à la muscu en train de bosser, mais on sait qu'il a énormément bossé cet été, notamment physiquement. D'ailleurs, on avait été surpris de voir le gap qu'il avait pris cet été. Et ça paye. On rappelle qu'il n'avait pas été drafté au premier tour et qu'OKC gentiment l'a attendu au deuxième et lui a proposé un contrat de 2 ans. Donc ça montre aussi style premier tour. Voilà, style premier tour. On a fait le tour de nos Frenchies. Bien sûr. On ne va pas parler évidemment de Rudy Gobert qu'on retrouvera en play-off et qui fait encore une saison extraordinaire. Nico Batum aussi qui fait une super saison. On le retrouve avec les Clippers. Evan Fournier avec les Celtics. J'oublie qui? J'en oublie. C'est sûr qu'on en oublie. Timothée Luau avec les Nets. Qu'est-ce qu'on oublie? Je sais pas moi. C'est belle colle que tu nous poses. Les Français de NBA. On adore faire ça. Je sais plus. Bref, en tout cas, on embrasse nos Frenchies et on se régale de suivre. Allez, on a fait le tour de Axel Toupane. Axel Toupane. En plus, on a fait gagner le maillot. Heureusement que ça m'est revenu parce qu'elle n'est pas belle celle-là. J'espère qu'il n'a pas vu, sinon il m'aurait embrouillé. Deux victoires au quiz? Ce qui paraît, ouais. C'est terminé. Cette série s'arrête aujourd'hui. Oula, c'est tout de suite le quiz. Top, Théo, terminé. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Et aujourd'hui, je suis content parce que je sais qu'il va y avoir du niveau. Je
Je sais parce qu'il y a Théo, et Théo est invaincu quand il vient à... Ça va, Ouais, t'en trop fais de pas pression. trop. Et trop de il pression. faut en faire un peu. Avant que tu commences, on embrasse évidemment Kylian T qui joue et qui est côté de Évidemment. Memphis. Et qui prend on des l'a minutes, pas cité, ouais. qui a joué hier 15 minutes contre les Mavs, évidemment à citer parmi les jeunes joueurs français de NBA. On s'excuse. On s'excuse et on peut commencer le quiz. Les gars, je vous ai régalé, j'ai refait des rébus. J'ai T'avais vu encore ça testé sur Jérém. Oh, c'est Et je me suis bien fait rire encore une fois. Alors on va pouvoir envoyer le premier rébut. C'est parti. Ça, On cherche un joueur. Satoransky. Non, Ah bah non, ah, non. Ah c'était pas mal Satoransky, hein. c'était pas mal, ouais. Sator en plage. Sator en beach. Satom. Bon, vous avez le ça déjà, c'est bien. Satom. Sabol. Vous reconnaissez la ville à la fin? Pas vraiment. Je sais pas, C'est Nice. pas la Vaste Flo. C'est Nice, non? Non. Sabonis. Sabonis. Sabonis, exactement. Ah, c'est bravo. Il fait montrer, voilà. Sabonis. Ah, il y avait un petit piège. Hein. C'était pas évident. Le mec il met des photos de lui pour dire beau. On a perdu le type. Hein. Moi j'ai lu beau là à cause du ballon. Bah, je pas pensé à beau gosse. Ah Mais ouais, toi, de ouf. Mais oui, c'était pour le Fais une ballon. photo torse nu la C'était pour prochaine le fois. ballon, évidemment. On enchaîne, Jérém. Gratin. Ah, non, attends. Hashimura. Hashimura, bravo. C'est toi qui l'as eu? Bon, on a vu un Ah, peu je le même donne temps. à Théo, Théo. buzzer. Hashimura. Hashimura, bien sûr, je suis pas menti. Voilà. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas là? Ouganda. C'est un, Ah, c'est le Nil. c'est un fleuve, le Nil. Nikina. Nilikina, bravo. Oh, Kiné, régale. C'est de Francky. Allez, il en reste deux. Oh là. Pascal Siakam. Pascal Siakam, Oh, bravo, elle putain. part très vite. Sia. Ah ouais. Ah oui. Bravo. t'aurais dû mettre la chanteuse. Pascal Ah ouais, de Siakam. ouf. Bonne idée, ouais. Pascal Siakam, bravo. Alors lui, il est très dur. Enfin, il est très dur, il se trouve, mais... Oula. Ansad Cruz. C'est pas en Ansad anglais. Cruz. C'est pas en anglais? Non. Tristan Thompson. Tristan Thompson, évidemment. Thompson, incroyable, Thompson, bravo. Ah, Thompson, c'est fantastique. Ouais, Tristan Thompson. Bravo, bravo. Je me suis régalé. Bravo, vous avez été très bon. On enchaîne, les gars. On va essayer d'être un peu... Qu'est-ce que c'est? Avec qui on travaille quoi. Je sais pas. On va essayer d'être un peu plus sérieux. On part sur une petite énumération, les Aïe, gars. aïe, aïe. Westbrook Westbrook. a le record Ah. de triple-double. On va faire le top 15. Oh la vache. T'as fait un article là-dessus, Théo? Et Théo, tu peux commencer. Si t'as fait un article, tu vas. Le Tu top peux 15. commencer, tu peux prendre De Westbrook. quoi, j'en dis un à chaque fois ça? Ouais. Ouais, Ouais. Alors Westbrook, Westbrook, Oh, très bien. Oscar Robertson. bien sûr, le deuxième. Jason Kidd. Le quatrième, Magic, le troisième. LeBron James. Vous avez les 5 premiers déjà. Et maintenant, James Harden, Oui, James Harden, Ah, ouais. il est 8e. À moi. Ouais. Putain. Oh. Il y a des gars qui jouent actuellement. Ouais, merci. Il y a des légendes aussi. Voilà. Oh, Allez, les gens attendent. Putain, je suis cata là-dessus là. Allez. Scottie Pippen. Oh, je Non, suis pas du tout. catastrophique. Larry Bird. Larry Bird, Oh la le ROA, t'es 7e. nul. Jokic, Jokic, le 9e. Oh putain. Fat Lever. Le 10e. Oh, bravo. c'est à moi C'est à là. toi, ouais. Je pose la question, c'est que c'est ce truc. C'est Chamberlain, Ouais. Ouais, le 6e. Putain, je l'avais. Oh. Seum. Là, vous avez le top 9. Non, le top 10 même. Il vous manque donc le 11, 12, 13. Il y a encore des joueurs actuels. Il reste 3 joueurs actuels dans la ligue. 3, ouais. Ouais. 3 joueurs actuels. Sabonis. Faux. Hmm. Et t'en as un dernier. Joueurs actuels qui font des triples doubles. Ouais, il y en a un peu surprenant. Joueurs Et il actuels. y en a un qui est déjà haut, surtout. je vais dire Doncic, Ouais, Ah Ouais, ouais, c'est le ça, 11e. Bravo. Très bien. Il y avait Bob Cousy, 12e. Ah Ben ouais. Simmons, 13e. Égalité bah oui. avec Rajon Rondo. Ah Ouais, oui. Rondo, je j'ai l'avais, j'ai oublié. hésité. Et John Havlicek en Putain, 15e. attends, mais Ben Simmons, il est déjà dans les trucs, c'est incroyable ça. Ouais, c'est incroyable. Il est Et déjà. Doncic. et Doncic. Bon, mais après, Lucas, on sait qu'il fait des Doncic, il est stats. à tu vois. 35 et Ben Ok, il en fait tout le temps des Ben trucs. Simmons, il est à 32. Putain. Bon, allez. Incroyable. Bravo Théo, t'as Ouais, remporté bravo. les 2 premiers quiz. Mais c'est là que ça se joue. Je pensais que j'allais gagner sur Fat Lever, je suis un peu dégoûté. mais- Je remercie notre ami Jack qui m'envoie des qui suis-je de grande qualité. Je suis né Oh là là, je suis stressé. à Los Angeles le 19 mars 1976.
En 99, je termine un cursus universitaire complet du côté de Utah avec 16 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne. La même année, je suis drafté dans l'équipe de Shawn Kemp, dont c'est la dernière année avant de devenir fantomatique. Pour ma première saison, je tourne à 11 points, 3 rebonds, 6 passes de moyenne et rends quelques belles copies, comme en février 2000 où je me fends d'un triple-double à 28 points, 10 rebonds et 12 passes. En fin d'année, j'intègre la All-Rookie First Team. J'ai envie de tenter un truc de fou. André Miller. André Miller, ça sort direct. Enculé Utah. Sean Kemp. Sean Kemp. Ah ouais, Shawn Kemp, bravo. Utah, J'ai vu blanc. les ça. Théo, je suis très content. Bravo parce qu'il sort Utah, blanc, bravo. Ouais. Il avait mis Utah. Ah oui, Utah, Cleveland. Moi, je me dis, c'est pas Seattle, ça, bravo. Bravo. Allez, Oh, sort j'ai très été vite, nul André sur ce Miller. quiz. Putain. Désolé, Jack, t'as écrit tout ça pour rien. Il était très fort. Putain, très fort. Bravo, Thomas. Bravo, Tom. Chapeau, Écoute, hein, bravo, respect. un quiz de maîtrisé de. Je suis très content. Un quiz les gars, maîtrisé, merci. bravo. Quiz maîtrisé, bravo. Eh ben, Merci. on peut Théo, en- c'est encore un éternel plaisir de t'avoir. Bah On se fera un truc pendant les playoffs. Avec grand plaisir. Tu reviendras nous voir. Et alors après, je sais que tu as beaucoup de taf et que tu as une famille, mais des fois, on va se faire des matchs la nuit. Il faudra pas que tu Non, mais on avait fait ça, ça avec grand plaisir. vrai, C'était, je me rappelle Ça, encore de ces je finales-là, pense qu'on c'était va rentrer top. dans Ouais. un play-in playoff. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on a pas mal mis de viewing party sur les matchs NBA et on se régale toujours à le faire. Donc on va mettre ça. Et la semaine prochaine, restez bien avec nous parce que je pense qu'on va se faire tous les play-in Ce qui est en possible que viewing nous party. soyons en direct. Ce qui nous arrange beaucoup avec le fait de bosser le week-end. Mais on s'en fout. On est d'abord là pour vous faire kiffer, pour vous faire plaisir. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur ma vie amoureuse. Pour vous, c'est pour vous. Voilà, je vous donne de la force. C'est votre faute en fait. Merci de dire. Merci Tom, merci Polo, merci Jérém, merci Théo, merci Thomas et bravo Thomas pour le quiz. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve jeudi prochain pour un futur First Day Show et puis la semaine prochaine, les play-in en viewing party. On vous tient encore sur les réseaux sociaux. Ciao l'équipe. À plus tard.